Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Président du Conseil national pour la démocratie et le développement, commandant en chef des forces armées guinéennes, mon général, deuxième vice-président du CNDD, ministre à la présidence chargé de la défense nationale, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, chers frères officiers supérieurs des forces armées guinéennes et membres du CNDD. Excellence, Monsieur le Président de la République, ce soir, vous avez dans votre salon des hommes qui étaient des autorités au niveau de la région administrative de Farana au moment des faits. Autorités civiles et militaires qui sont reprochées des faits que vous avez toujours combattus et que vous continuez à combattre toujours, constituant un fléau pour notre République. La lutte contre la drogue. Ce fait remonte en novembre 2006, au moment où ils étaient aux affaires à Farana. Il y a eu l'atterrissage d'un avion contenant de la drogue. Sur les circonstances de l'atterrissage de cet avion et son contenu, il y a eu des actes qui n'ont pas été appréciés et compte rendu vous avez été fait. Le secrétariat d'État chargé des services spéciaux de la lutte anti-drogue et de la criminalité a mené ses investigations par rapport à ce dossier. C'est pour cette raison, Monsieur le Président de la République, mon général ministre de la Défense nationale, que vous aviez devant vous ce soir ces personnalités-là qui vont vous expliquer sur ce qui s'est passé en ces moments des faits. D'entrée de jeu, Monsieur le Président, avec votre permission, je vais devoir passer la parole au secrétaire d'État chargé de la lutte anti-drogue pour vous expliquer brièvement les faits qui leur sont reprochés. Merci, Monsieur le Président. D'avions transportant de la drogue, les ci-dessous nommés conduits devant nous déclarent 1. M. Bema Bangoura, alors gouverneur de Farana, reconnaît avoir eu connaissance de 3 atterrissages. Le premier en novembre 2006, quand ils ont été, lui et le colonel Souleymane Diallo, commandant du bataillon autonome de Farana, saisis par message du feu général Kelfala Kamara à cet effet. Il aurait fait nettoyer la piste par les élèves pour faciliter les opérations. Il ajoute avoir bénéficié, tout comme le colonel Souleymane Diallo, de produits pharmaceutiques et des paires de chaussures. Le deuxième vol, en décembre 2006, toujours sur instruction du feu général Kelfala Kamara. Le lendemain de ce vol, Sidiki Mara, qui est un narcotrafiquant recherché, lui aurait remis 10 000 € au service rendu. Le troisième vol, toujours sur instruction du feu général Kelfala Kamara, il est arrivé avec à son bord des colis emballés dans les sacs bleus de 20 à 25 kg qui ont été embarqués dans un camion remorque à destination de Conakry. Ce jour, il y avait en plus de l'équipage 10 latino-américains. Là également, après 2 à 3 jours, le même Sidiki Mara lui a remis 10 000 € une deuxième fois. S'agissant du dernier vol, Memba déclare être à Sadinia, à 46 km de Farana, en partance pour Conakry, lorsqu'il a appris qu'un avion atterri à l'aéroport de Farana a été saisi par la gendarmerie. Avec les 3 vols, il a suivi, le dernier vol, il n'y était pas. 2. Colonel Souleymane Diallo, interrogé, il a fini par reconnaître les différents atterrissages indiqués par Mbemba. Il ajoute avoir reçu, en dehors des produits pharmaceutiques et paires de chaussures, comme Mbemba fait allusion, 10 millions de francs guinéens des mains de Lansana Kamara, fils du feu général Kelfala Kamara, qui ce jour était à Farana en compagnie
des sujets latino-américains ou soi-disant en mission de reconnaissance. Il précise qu'une fois à Conakry, le feu général Kelfala se serait fâché lorsqu'il a fait état de la perception de l'enveloppe de 10 millions de francs guinéens à cause de la petitesse du montant. Quand il est venu faire le compte rendu au général Kelfala, comme quoi le colonel Suleiman, comme quoi son fils lui aurait remis 10 millions de francs guinéens, le général s'est fâché parce que le montant était petit par rapport à ce qui était convenu. 3. Le colonel Jean Onivogui, successeur du colonel Suleiman Diaro, il déclare que dans la nuit du 22 au 23 mai 2008, le capitaine Gadirou, en compagnie du commandant Baba Bangoura, lui ont déposé un montant de 40 millions de francs guinéens pour lui dire que l'oiseau est venu, de ne rien craindre. Son adjoint, pour sa part, a bénéficié 5 millions de francs guinéens, montant qu'il aurait perdu suite à la grève des militaires qui avaient saccagé son domicile d'après lui, ainsi que la voiture dans laquelle se trouvait cet argent. Il précise que, pendant la remise, le capitaine Gadirou lui aurait signifié que ce montant était de la part d'un homme d'affaires dénommé Sidiki Mara, le même Sidiki Mara qui est recherché, lequel lui a remis une Mercedes suite à la perte qu'il a subie pendant la grève. Une autre fois, sans se rappeler de la date, le capitaine Yaya Bangoura, chef de détachement du bataillon d'infanterie de camp Kamayel, lui a remis dans son bureau la somme de 5 millions de francs guinéens de la part de Sidiki Mara, l'homme toujours recherché. 4. Lansana Kamara. Docteur Lansana Kamara, 32 ans, fils de feu général Kelfala Kamara, reconnaît avoir renoué l'amitié avec le nommé Luis Torres. Luis Torres, c'est aussi un narcotrafiquant qui est recherché pour le moment par notre service. Sujet latino-américain, recherché par nos services, qui a abandonné la Guinée, selon Lansana Kamara, 2 mois avant la mort du président Lansana Conté, lequel lui a remis une voiture de marque Range Rover, un lit et une table. Mais il refuse l'idée d'appartenance au réseau de narcotrafiquants, malgré qu'il soit dénoncé par le colonel Suleiman Diallo comme étant celui qui lui avait remis 10 millions à Farana pendant qu'il était en compagnie des sujets latino-américains. Le nommé Lansana Kamara, manifestement de mauvaise foi et d'une très mauvaise notoriété publique. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je suis à plus d'un titre très bouleversé, surpris, de la présence de mon frère, le colonel Suleiman, compte tenu de tout ce qu'il a eu à faire pour nous, après s'être formé à Kinya. Je tiens dans sa main a aidé la jeunesse sur le plan de la formation militaire, à la fois technique, l'un des meilleurs officiers sur le plan scientifique, docteur, auquel je noue un respect bleu, même lorsqu'il fut nommé comme gouverneur de Zérokoulé. C'est moi qui l'ai fait venir. Je voulais l'envoyer comme ambassadeur dans les pays arabes. Il est venu, je l'ai dit, pour le récompenser. Entre Dieu et moi, c'est tout de suite là que j'ai vu
mais je le crois un être très honnête. Puisque la loi est la loi, et quant au gouverneur Bemba, je puisse dire aujourd'hui, la seule personne qui est en train d'emboîter ses pas, c'est l'actuel gouverneur Diop. Il a été un homme, moi, qui m'a personnellement marqué quant à l'assainissement, cette prise de décision à un moment donné de notre vie, la capitale. Il a servi, pas que seulement le feu général Lansana Conté, mais ce qu'il avait fait au niveau de cette population. Je crois que c'était l'un des hommes les plus populaires et qui avait entamé des actions à la fois impopulaires, mais qui du reste avaient des retombées sur notre capitale. Il faut être honnête, aujourd'hui, ils sont dans cet état, mais ça ne m'empêchera pas de dire que cet homme, j'ai toujours eu ce sentiment, un sentiment dans le cadre patriotique, parce qu'il était le seul à un moment donné à prendre des décisions impopulaires pour cadrer, pour assainir, je puisse le dire, qui n'a rien à voir avec ce qui vient de se passer. C'est comme mon frère Suleiman. Et quand je l'ai fait, lorsque Bourima Koné devrait venir, c'est moi qui l'ai dit. Je dis, le gouverneur va venir compte tenu de son niveau intellectuel, docteur, et tout ce qu'il a, on l'aurait envoyé dans un pays, dans les pays arabes. Il est venu, je l'ai dit. Et je lui avais même confié une mission avec le directeur de cabinet. Il devrait aller dans les pays de Austral. Voilà. Ouais. Tout. Mais aujourd'hui, c'est le destin. Et puis, la loi, comme je l'ai dit, si le fils du président Ousmane Conté, qu'on a servi, son père, jusqu'à sa dernière demeure, qu'on l'a grandi, cela n'a pas empêché qu'il soit là aujourd'hui, parce qu'un peuple, une nation, c'est la loi. Donc, je commence d'abord par ça, et particulièrement un neveu à moi, sa mère est comment? Il sait tout le service qu'avions rendu son père sur le plan militaire. Donc, vous avez qualifié de mauvaise foi. Quant aux autres personnes, je crois que c'est ma première fois aussi de les revoir, de les rencontrer. Déjà en grande partie, par rapport à ce que vous venez de dire, je crois que le ministre de la Justice est là. C'est lui qui est la justice. Dans ses attributions, nous ne pouvons que simplement assister, voir comment, au fait, cette déclaration, nous n'avions pas un mot à ajouter, parce que nous sommes dans un état de droit. C'est autant dire que l'homme devant la loi, c'est la loi. La loi est au-dessus de tous les êtres humains.
au-dessus d'un chef d'État. On est chef d'État parce que tu es subordonné à la loi. Donc, je ne peux que vraiment, encore une fois de plus, par rapport à ce que nous venons d'écouter, si vraiment cela est réel, ce que cet homme, le docteur, je l'ai connu très honnête. C'est pourquoi, même lorsque effectivement, dans le geste, il a reconnu, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que je l'ai toujours connu honnête. Tous les jeunes l'ont toujours connu honnête, sincère. Et devant la loi, c'est la loi. Donc je termine leur disant vraiment, bon, les mots me manquent. Donc ils essayent effectivement, s'ils ont quelque chose à dire, puisque le ministre de la Justice est là, devant aussi le peuple, ils peuvent effectivement exprimer leurs sentiments. Je vous remercie. Merci, monsieur les membres du CNDD. Monsieur le Président de la République, j'ai très peu de choses à vous dire. Faute. Il faut le reconnaître. Mais, monsieur le Président de la République, sans philosopher, une faute qui est plus âgée que vous ne pouvez rien. Moi, je suis un cadre qui a commencé à travailler depuis 1964. Aujourd'hui, vous êtes président de la République parce que vous êtes un homme du destin. Et c'est pourquoi Dieu vous a fait échapper à des courants, à des mouvements, à des situations qui auraient pu vous placer dans les mêmes conditions que moi aujourd'hui. Je ne vous dirai pas que je suis honnête. Même sur le président de la République, de Kankan à Dabola, de Dabola à Conakry, de Conakry à Dinguira, encore à Conakry, beaucoup de hauts cadres de ce pays ont passé par ma formation. Et vous pouvez faire des enquêtes, je ne dis pas que ce sont les meilleurs, mais ce ne sont pas les derniers. La loi, je la commence par moi. Je prends mon étape de Conakry en tant que gouverneur de cette ville. Depuis l'indépendance, et même avant l'indépendance, jusqu'à nos jours, personne n'a eu le privilège et la chance de faire 9 ans à la tête de Conakry. Ma modeste personne, aujourd'hui, trempée dans une situation qui ne m'honore pas, mais je voudrais vous dire, indépendante de ma volonté. Vous l'avez si bien décrit, monsieur le Président de la République. Il y a une époque de l'histoire de notre pays où j'ai donné mon âme pour appliquer la loi dans cette ville. Où je suis allé tout seul contre tout le monde. J'ai été, grâce au Président de la République, qui a compris mes actions parce qu'il a jugé les résultats sur le terrain, je n'ai pas pu être enlevé et même enfermé. J'ai pu, sur ma propre initiative, en contournant même le Président de la République feu, prendre l'ordre public comme mon premier champ de bataille. Quand j'ai vu que je ne me comprenais pas avec les services conventionnels de police et de gendarmerie, et quand j'ai vu dans le pluralisme politique une opposition qui voulait profiter de la liberté plurielle pour réellement créer le trouble, amener la guerre civile, j'ai engagé les populations elles-mêmes dans une organisation qu'on a appelée COMOC, Commission d'organisation de la ville de Conakry, pour le maintien d'ordre, l'assainissement
et la lutte contre les occupations anarchiques et le banditisme. Je ne voudrais pas allonger et vous faire perdre de temps, Monsieur le Président de la République. Ce travail a été récompensé par un renvoi à Farana comme un malpropre. Chaque ministre de l'époque autour de Monsieur le Président pensait que j'étais une pièce de rechange, que je pouvais d'un moment à l'autre être nommé ministre de la Sécurité, ou ministre de ci, ou ministre de cela. Réellement, je ne dis pas que cela ne m'intéressait pas, mais j'avais ma force et mon esprit braqué sur le travail. Dieu merci, aujourd'hui, vous qui présidez au destin de notre peuple et de notre pays, vous l'avez plusieurs fois reconnu, ce n'est pas maintenant. Vous l'avez lors d'une conférence dit très haut et très fort, comme on le reconnaît, que quel est le gouverneur qui a travaillé comme Mbemba Bangoura. Moi, je ne vous connais pas. Je ne vous ai connu que quand vous êtes devenu président. Quand vous avez dit, je suis un homme de 64, je suis un produit de la Révolution, justement, Monsieur le Président de la République, excusez-moi, je commençais à travailler à cette époque. J'ai été dans toutes les villes, enseignant, directeur d'école, j'ai mené la jeunesse au théâtre, au sport, j'ai mené les travailleurs au travail. Farana, Daboula, la première cité socialiste a été construite quand j'étais secrétaire général du CRT. En revenant au fait, Monsieur le Président de la République, moi j'ai travaillé au prix de ma vie à Conakry. Mais on a dit que les jeunes que j'ai mobilisés, c'était des Nija, que j'étais un nouveau Bernard Kolela. C'est d'un cheveu que notre regretté et aimé président de la République n'ait pas cru à cela. À tel point qu'un jour, l'armurier du camp Samori, avec le directeur général de la police, Sekou Ahmed Bangoura, avec alors commandant Souma, aide de camp du président de la République, ont envahi mon bureau pour aller désarmer les jeunes qui m'accompagnaient. Alors que je le jure sur ma vie, c'est Monsieur le Président de la République qui m'a dit un jour, ta vie est en danger, tu n'es pas protégé. Je lui ai dit, Monsieur le Président, j'ai 2 gaillards derrière moi, ça suffit, 10, ça ne suffit pas. Donc c'est ainsi qu'on est devenu 7. J'ai animé une commission de 117 000 personnes à Conakry pendant 9 ans, Monsieur le Président de la République. Donc je suis parti de Conakry complètement, je ne savais pas où était le Nord. Parce que le travail qu'une personne aussi intègre, aussi courageuse que vous reconnaît être bon, je pense que ce travail est bien. Alors, quand, Monsieur le Président de la République, moi je n'ai pas le pouvoir de faire venir un avion à Farana. Je n'ai pas le pouvoir de faire décoller un avion à Farana. Moi je suis parti à Farana pour qu'on me tue par les fétiches. On dit que je suis audacieux. Je ne dis pas que je vous ressemble. Vous êtes, votre auguste personne est d'une envergure prophétique. Moi, j'étais aussi audacieux. Mais à Farana, on a fait en sorte qu'on a chanté autour de moi que quel que soit l'endroit où je me trouve, le serpent apparaît. À tel point, un jour, quand je suis venu à Conakry, on a dit que le président m'a renvoyé en me disant « Retourne avec ton serpent ». Donc, voilà les conditions dans lesquelles j'étais à Farana. Il n'y avait pas de problème. Quand le chef d'état-major, le véritable chef de ce pays, vous le saviez, Monsieur le Président de la République, mieux que moi, envoie un message à son commandant de camp là-bas, qu'un avion vienne, moi, par rapport à ce qui s'est passé ici, je ne dis pas non. Donc, je viens, Monsieur le Président, je ne sais pas si c'était de la drogue. C'est à l'enquête que les gens ont dit de la drogue. Je n'ai jamais vu la cocaïne de mes yeux, Monsieur le Président de la République. Mais, pour des fins d'enquête, quand vos enquêteurs établissent que c'est la drogue, je dis en tout cas, ce que j'ai vu, moi c'est des sacs. Ensuite, je voudrais porter rectificatif, bien que j'ai signé le brouillon, moi je n'ai pas assisté à 3 atterrissages, Monsieur le Président. Je suis témoin de 2 atterrissages. Et je vous le dis très sincèrement, j'étais là-bas. J'étais là-bas parce que c'est le colonel Kerfala qui l'a envoyé. J'étais là-bas parce que moi, ça ne m'engageait à rien du tout.
Je ne connais pas les Colombiens, je ne connais pas l'extérieur. Je sais que l'armée, c'est la défense. Mais lorsque la sécurité est inquiétée et affaiblie, la défense vient à son renfort. Et nous étions dans un système où celui qui lève la tête est tapé. Moi, je suis enseignant. Je suis délégué dans les fonctions d'administrateur territorial. Je n'ai aucun avenir. Monsieur le Président, allez enquêter chez moi. Voyez le véhicule dans lequel je roule. Moi, je ne suis pas dans un réseau de drogue. Je me suis vu entraîner dans ça parce que chat échaudé craint eau froide. Ce serait très malheureux pour moi, à la fin de ma carrière, après avoir pendant tout le temps, même du temps du PDG, Monsieur le Président de la République, moi j'ai servi à Dabola, qui était le centre d'opposition farouche, d'adversité farouche à la révolution. Ce n'est pas une dénonciation. Mais j'ai pu, avec la jeunesse, faire là-bas 2 pièces, Le train ne me lassera pas, et Tcharoy, dont j'ai été les acteurs principaux. Si vous me voyez sur scène, vous n'allez pas me reconnaître comme professeur de maths physique chimie. Je suis de la 2e promotion de l'école normale de Kankan, session 64-65. Monsieur le Président, les faits dits ici, c'est 2 vols que j'ai vus. Je n'ai pas voulu discuter avec la commission. J'ai voulu préserver un minimum de dignité pour qu'on reconnaisse que l'erreur est inhérente à l'action humaine. Mais cette erreur, elle est plus vieille que moi. Au moment où ça se posait, ce n'était pas une erreur. La preuve est qu'un avion a été saisi, d'autres avions sont descendus. Donc moi, Monsieur le Président de la République, si on m'applique la loi, je trouve que cette loi est de façon rétroactive appliquée sur ma personne. Mais puisque la loi est plus forte que la raison, tout ce que la loi décidera, Monsieur le Président de la République, pour l'intérêt de notre pays et pour accompagner vos actions, vous et vos camarades, sans démagogie, je prendrai le sort. Mais je sais qu'un jour, la vérité sera là. Si je pouvais me mêler à la drogue, c'est à Conakry, Monsieur le Président de la République. C'est à Conakry, mais je n'ai jamais été. Je vais vous dire autre chose. Les bâtiments qui sont derrière le 8 novembre, derrière le 2 octobre, le jardin du 2 octobre, j'ai eu un accrochage violent avec Monsieur le ministre de l'Habitat. Parce que c'est des citoyens de Conakry qui gagnaient leur pain en faisant les briques là-bas. Je suis allé en tant que chef de ces citoyens, en tant que collectivité décentralisée, j'ai dit que les bâtiments là ne se construisaient pas. Je n'ai pas les papiers, je ne suis pas informé. Mais je voudrais, sans accuser, l'autorité m'a rappelé que quand un ministre est dans une action, je ne peux pas lui demander des comptes. Je ne peux pas être plus réaliste que le roi. Je me suis remis à ma place. Je n'ai pas dit prêt pour la révolution. J'ai dit compris et reçu. À Farana donc, les avions 2 sont venus à ma présence. Les dates qu'on a citées, moi je suis un homme de 65 ans, Monsieur le Président de la République. Les dates qu'on a citées, je les ai citées parce que les jeunes qui interrogent, je ne voudrais pas qu'ils m'humilient. Je sais une chose, les avions sont descendus. 2 sont descendus à ma présence. Et ça, je n'ai pas la capacité, tant soit peu, de demander à un avion de quitter ailleurs, descendre à Farana, de demander à un avion de décoller. Mais si ce n'était pas ça, à qui je vais faire le compte rendu? Moi j'étais dans un étau où si je bousais seulement, c'est ma vie qui serait en danger. Parce que quand vous humiliez un homme, après avoir travaillé comme un bulldozer, vous le ravalez au rang de celui qui n'a rien fait, il perd sa vie. Monsieur le Président de la République, vous parlez de Monsieur le ministre de la Justice, c'est juste, mais vous êtes le premier magistrat de ce pays. Vous êtes la justice en vous-même. Un notable hier l'a dit, sans vous avoir fait de panégyrique, c'est-à-dire une langue creuse, il a dit, Monsieur le Président de la République, vous êtes un fils du pays, vous êtes un traditionnaliste. Bon, ce n'était pas des élèves creuses, parce que quand votre auguste et haute responsabilité viennent de façon humble, de façon courtoise, s'agenouiller devant les sages, ça veut dire que vous avez bu à la source de votre éducation traditionnelle. Je suis né ici dans la mangrove à Kassouyan, au kilomètre 28. Allez voir partout. J'ai rien de drogue avec moi. Et ce qu'on m'a donné, Monsieur le Président de la République, je prendrai ça pour ne rien perdre.
Parce que j'allais tout perdre. J'allais faire montre vraiment de consciencieux devant qui? Devant qui? Aujourd'hui, vous n'êtes pas Dieu, mais ce que votre équipe et vous ne reconnaissez pas comme la vérité, ce n'est pas la vérité dans ce pays. C'est pourquoi, Monsieur le Président de la République, je vous demande d'examiner mon cas, pas comme un narcotrafiquant. Vous me tuerez vivant. Je ne suis pas un narcotrafiquant. Je ne suis pas dans leur réseau. J'ai pu être embarqué par un pouvoir qui était là, un système qui était là, contre lequel je ne pouvais rien. J'ai suivi une de vos déclarations devant la presse internationale. Quand la presse vous a dit, Monsieur le Président, bon, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez dit, mais à l'époque là, qui oserait alerter tel et tel et tel sans avoir coûté la vie, sans avoir des kinines amers? Vous avez encore dit, toutes les agitations, tous les soulèvements des militaires au camp, vous avez offert votre vie. Vous n'avez même pas dit quelque part, vous avez dit, bon, tuez-moi au lieu de trouver le président. Bon, après avoir fait ça, c'est de peu qu'on ne vous a pas arrêté comme le principal fomenteur de secours. Monsieur le Président de la République, quand vous êtes dans un courant qui est plus fort que vous, il vous entraîne. Si vous avez la chance d'avoir la berge, vous avez la vie sauve. Alors tenez compte de ce que je vous dis, la justice c'est les hommes, ce n'est pas le ciel qui descend. La justice c'est les hommes. Et les conditions dans lesquelles les fautes sont faites permettent de déterminer la responsabilité et la nature de la sanction. Moi ici, je reconnais les faits. Mais indépendant de moi, je ne les ai pas commandités comme quelqu'un qui s'attendait, qui a monté le groupe de drogues, de ceci, et j'attendais ma part à Conakry. La preuve est que les avions là, c'est quand ils atterrissent qu'on nous appelle. Ensuite, moi je n'ai aucune inquiétude, c'est le chef de l'armée qui fait venir ces avions, il a une compagnie ou bien un bataillon, moi il n'y a pas de problème. Ce que vous voyez, c'est l'œil de l'épervier ou de l'œil vraiment du lion. Monsieur le Président, je ne vais pas abuser de vos instants, de votre temps très chargé et des grands efforts harassants que vous fournissez. Je voudrais donc vous remercier et m'en remettre à votre sagacité en disant que je ne suis pas un complice. Comme les enquêteurs l'ont dit, assistance, complice. C'est vrai, tout ce qu'on a dit là, si je ne le faisais pas, je l'avais compris comme ça. Je l'avais compris comme ça, Monsieur le Président. Après mon séjour de 9 ans ici, si je vais à Farana, le général ou une haute autorité lève la main, j'obéis. Parce que quand j'ai fait moi seul à toute ma tête, je crois que si vous étiez président, je ne serais pas gouverneur de Farana, peut-être je serais ministre. Si mon destin, mais je suis devant mon destin. Alors aidez-moi à ce que mon destin, après tout ce que j'ai dit là, c'est vérifiable, hein? Moi, je suis auteur de ces pièces-là. J'ai animé les jeunes. Toutes les écoles que j'ai dirigées, vous pouvez demander, c'est des écoles qui se sont inscrites dans les meilleurs pourcentages. Ça, c'est une faute, Monsieur le Président de la République. Mais c'est une faute aujourd'hui. Hier, ce n'était pas une faute. Je vous remercie, Monsieur le Président de la République. Très objectivement et très humainement, nous l'avions tous compris, on est tous humains. Il a relaté beaucoup de faits, mais je suis vraiment bouleversé. Surtout qu'il a été sincère, appuyé par des faits. Je ne peux que dire à propos ou à travers cette déclaration, même un président n'a pas le monopole du jugement. Je crois ce que vous venez de dire, l'assistance, le peuple de Guinée et la communauté internationale
vraiment retenu le message. Donc, comme je l'ai dit de principe, la loi étant la loi, le ministre de la Justice, qui a l'instrument de régulation de loi de principe, on a pris bonne note, le vice-président également, et mes chers compatriotes et les assistants, nous ne pouvons que vous dire que le message est clair. Merci, Monsieur le Président. Imbibé d'honnêteté. Merci, Monsieur le Président de la République. Sans passer, sans faire de tournure. Ce qui fait que tout le monde est resté très stupéfait en train de vous écouter. L'homme doit être sincère, honnête. C'est en cela, moi, je m'y attache. Attachons à l'honnêteté, à la sincérité. Le mensonge, la démagogie n'a plus sa place dans cette société. Un homme qui ment, un homme qui contourne, il devient un animal pour moi. Un homme honnête, même lorsque tu as tué une personne, que tu aies le courage de dire oui, je l'ai fait. Je crois que l'honnêteté n'a pas de prix. C'est surtout ton caractère, votre caractère d'honnêteté. Sans retenir longtemps les gens, sans désorienter l'esprit des gens. Les hommes sont très réfléchis. Tous les mots qui viennent d'un homme sont très pesés. Je ne peux que vous remercier de votre sincérité par rapport à cette affaire de drogue. Et je crois que les autres aussi en ont retenu beaucoup de choses de ce que vous venez de dire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je pense que dans votre audition, vous avez dit que vous avez bien signé le brouillon et que vous avez reconnu les 3 atterrissages. Non. Non, vous avez dit que c'est dans le brouillon, bien sûr. S'il vous plaît, attends. Et que vous ne reconnaissez pas les 3 atterrissages, vous ne reconnaissez que les 2 atterrissages. Oui, Monsieur le Président. Au cours desquels vous avez reçu 20 000 euros. Oui, 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 les 2 atterrissages, je vous dis bien. Et moi je pense que si vous avez signé le brouillon, vous n'étiez pas menacé. Donc vous avez dit que vous avez évité seulement les enquêteurs. Alors que je pense que personne n'est menacé quand nous menons une enquête de ce genre. Nous menons ce qu'on appelle l'enquête préliminaire. Nous cherchons à réunir les preuves matérielles et en faire un document qu'on appelle naturellement le procès verbal, que nous adressons à un tribunal donné pour un jugement éventuel. Je suis sûr et certain que M. Mbemba Bangoura, que nous connaissons tous, n'a pas été menacé. Il faut avouer quelque chose là-bas et devant le président de la République dire j'ai préféré conserver mon honneur. Et tout simplement, c'est pour ceux qui pensent beaucoup que M. Mbemba était menacé, qu'il a fallu accepter comme ça, pour ne pas que quelqu'un le fasse mal, et même déballer devant le président de la République. J'ai préféré conserver mon honneur. Pourquoi cette phrase? J'ai préféré conserver mon honneur. Moi, je voulais que tu expliques un peu ça et que le président comprenne que nous ne faisons pas la nouveauté dans ce que nous faisons au niveau de l'enquête préliminaire. Vous pouvez demander aux enquêteurs. Je n'ai même pas relu. Chaque fois qu'ils ont fini, j'ai signé. Parce que cette situation me dégoûtait. Ils sont là. Ils peuvent le dire, ils peuvent le témoigner ou dire autre chose. Je n'ai pas dit que je n'étais pas menacé. J'étais menacé. Mais les péripéties d'une enquête, vous êtes un officier de police judiciaire,
Vous savez ce que c'est que la menace. La menace a des degrés. Je ne veux pas philosopher. Moi, je dis, et là, je les prends à témoin, je n'ai même pas lu. Et même quand il y a eu confrontation entre le colonel Diallo et moi, je n'ai pas lu. Même si c'était un demi-atterrissage que j'avais assisté, je me reconnaissais déjà fautif. Donc, je n'ai pas lu, ils peuvent le dire, ils peuvent le témoigner. Je n'ai pas lu, Monsieur le Président, je n'ai pas lu une virgule de la feuille. C'est toujours bien que le ministre secrétaire d'État chargé de la lutte contre la drogue, s'il le dit, c'est pour lever des équivoques, c'est pour simplement rassurer non seulement le peuple de Guinée, la communauté internationale, et aussi moi, qu'il y a bel et bien droit de l'homme, parce que le droit de l'homme, si les gens pensent réellement que nous sommes dans un état sauvage, nous ne sommes plus dans un état sauvage. C'est sa compréhension. Mais vous venez de dire une seule chose. Vous savez pourquoi je n'ai pas tellement... Je suis en quelque sorte bouleversé par rapport à vos œuvres, bouleversé par rapport à ce qui est là, et qui est vraiment d'une honnêteté. Et vous venez de résumer. Moi, ce que j'ai compris, vous avez dit, vous êtes fautif. Donc, même si c'est des kilogrammes ou 50 avions, le simple fait que vous ayez reconnu même un seul atterrissage en votre qualité de gouverneur, et vous n'avez pas menti. Merci, et je crois qu'Honorable est assis, il est en train de nous observer. Alors, tout le monde a été sensible. Moi, je n'ai pas eu l'idée comme quoi vous avez été menacé. L'introduction, tout au long de vos déclarations, jusqu'à la fin, alors c'est vraiment, c'est très clair. Alors donc, c'est pas peut-être le secrétaire d'État veut simplement aussi prouver devant l'assistance, devant le peuple de Guinée, la communauté internationale, qu'il n'y a pas eu d'animosité, il n'y a pas eu d'atrocité, il n'y a pas eu de forcing, de coup de force. C'est simplement ça. Mais moi je crois que ça ne peut pas faire l'objet d'aller trop loin. Parce que vous n'avez pas nié. Mais vous avez expliqué le processus, le mécanisme. Et c'est pour cette raison, et lorsque les gens, ils ne le savent pas, j'ai dit que nous sommes dans un état de droit, c'est pour voir le mécanisme, le fonctionnement, et pour aussi, pour les Guinéens, pour la nouvelle génération, ce mécanisme, le fonctionnement, et peut aussi donner des conseils, peut orienter à l'avenir la façon de marcher, la façon de gérer la vie. Et prêtez très attention, c'est une leçon. La vie est très complexe. Très complexe. Et il y a un adage qui dit, lorsqu'on est en train de pendre une personne, on ne pense plus à cette personne, mais on pense à soi-même. Alors donc, ce message est très puissant. C'est pas vous. C'est la nouvelle génération. Même nous qui sommes actuellement au pouvoir. Qui nous font dire, attention, vous êtes aujourd'hui au pouvoir. Le peuple a confiance en vous. Ça nous donne beaucoup à réfléchir. Et si de près ou de loin, les membres du gouvernement, le CNDD, qu'ils fassent
très attention pour ne pas que l'histoire leur condamne un jour. Et c'est pourquoi on a besoin du mécanisme et du fonctionnement. Et je crois que, à quelque part, c'est un conseil pour les autres, pour nous-mêmes. Donc moi je crois, voilà, ça permet à tout le monde alors de faire beaucoup de réflexions. Chaque fois que tu veux mettre le pas, il faut y réfléchir. Alors moi je crois que c'est un message très puissant. Et c'est comme les honorables que j'avais parlé de Alpha Condé, Dr Alpha Condé, les Feu Sirajo, les Jean-Marie Doré, les Bamamadou, et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, ils se disent Dieu merci. Ils se disent aujourd'hui Dieu merci. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas en ce moment, s'ils avaient entamé ou si vous avez accepté des comportements, des malversations, l'ambition d'avoir le matériel, aller escroquer le pouvoir en passant par des tournures, tout ça, mais ils n'auraient pas eu ce tournure. Cependant, on était là, le peuple était en train de les observer. Aujourd'hui, ils se disent merci. Et leur remerciement, c'est autant dire effectivement à la nouvelle génération de faire très attention. Et même nous autres. C'est un message. Alors moi je crois que c'est un peu ça. Et du reste, le ministre de la Justice, et comme je venais de le dire, c'est pas l'objet d'un jugement. Même vous avez écouté très attentivement, et je crois que chacun a tiré sa part là-dedans. Le message. Quitte au ministre de la Justice, alors de voir autrement ou ses cabinets, ou les juristes, ou les avocats. Mais pour moi, c'est très sacré, lorsque les gens ne comprennent pas, il faut s'asseoir, écouter, c'est comme les vieux sages. Nos vieux qui sont au village, quand ils donnent des conseils, à des moments donnés, on peut dire, ah oui, mais moi je m'en fous de ce que le vieux dit. Mais il y a toujours des résultats. Lorsque tu es assidu, tu comprends, ça te permet d'éviter beaucoup de choses. Et je crois que c'est dans ce contexte-là. Il n'y a pas de quiproquo, il n'y a pas eu de... Moi, je suis très clair, vous avez été sincère, vous avez été honnête, et vous avez dit, alors, donc, il n'y a pas moi, et peut-être même ceux qui sont assis de l'assistance, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de contradiction. Il a voulu simplement ressortir si, effectivement, et dans cet esprit, dans le langage, est-ce que vous avez été menacé, ceci, cela, c'est simplement ça. Pour aussi, alors son côté, qu'il ne soit pas sali, parce qu'on parle d'un état de droit. Il y a un ministre de la Justice qui est là. Il ne doit pas forcer, l'aveu. Non, l'arbitraire, non. C'est comme les audits, pas d'arbitraire. Donc c'est ça, M. Bemba Bangoura. Moi, je pense que M. le Président de la République a dit ce qu'il fallait dire. Et ce n'est pas la première fois. Nous avons dit ici que c'est une conférence, que c'est un forum au cours duquel on se regarde en face, on se dit les vérités pour donner des leçons, comme il vient de dire, non seulement à nous autres, mais aussi et surtout aux générations futures, pour que demain, qu'on sache que lorsqu'on est aux affaires, on n'est pas habilité à tout faire. C'est essentiel. Donc il n'y a pas d'animosité, comme il a dit. Et d'ailleurs, il laisse libre cours à la parole, qu'on soit philosophe, qu'on soit acteur, pourvu que le message passe pour le bonheur de tout le peuple, qu'on sache un peu ce qui s'est passé hier. Ceci dit, moi je ne suis pas juge,
même étant ministre de la Justice. Je suis par contre le chef de ceux qui poursuivent. Ceux qui poursuivent, ce sont les procureurs. Et en cela, tout ce qui est faute contre la République m'intéresse au premier chef. Les fautes contre la République, c'est quoi? Les fautes contre la santé. Et puisque nous parlons de drogue, les fautes contre l'honneur et tout ce que vous savez. Donc il faut qu'on fasse beaucoup attention, qu'on essaie de faire la part entre les sentiments et les faits, qu'on ne mélange pas les deux. Le secrétaire d'État chargé de la lutte contre la drogue a été très clair. Il n'a pris que les faits. Des avions qui atterrissent, des acteurs qui interviennent, des montants qui sortent et des personnes qui répondent. À cela, il faut qu'on soit suffisamment clair et qu'on dise au peuple ce qui s'est passé en réalité. Les juges sont là avec leurs codes, avec leurs techniques pour essayer de dénouer tout ça. Mais pour l'instant, on essaie d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé réellement. Le président de la République est attaché à l'honnêteté. Il a parfaitement raison. Si on dit ce qu'on a effectivement fait, ça touche tout le monde. Et il faut le comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il cautionne forcément ce qui s'est passé. On peut dire oui, j'ai tué. Et qu'on vous dise oui, vous êtes honnête. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas coupable. Il faut que les uns et les autres comprennent dans ce sens. Quelqu'un qui commet une faute et qui dit oui, j'ai commis une faute, c'est déjà un homme honnête à ce niveau. Et les hommes de loi sont là pour lui dire la faute que vous avez commise, monsieur, vous vaut tant. Tout ça dans le respect de ses droits et pour qu'après, qu'on ne puisse pas reprendre les mêmes erreurs. Je pense que les règles sont bien posées, les chemins sont balisés, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'animosité aucune. À ce niveau, je le dis surtout pour ceux qui doivent intervenir après, qu'on ne cherche pas à s'accrocher aux sentiments, qu'on explique exactement les faits, et puis qu'on dise au peuple ce qui s'est réellement passé. Je vous remercie. Le colonel Souleymane Diallo, vous et certains cadres ont assisté à l'atterrissage des avions à Farana avec des colis de drogue cocaïne et des sujets latino-américains ainsi que leur destination. Ma première question. La seconde question, à un certain moment, 2 citernes carburant destinées à ravitailler les 10 avions ont stationné à votre domicile à Farana avant d'aller à l'aéroport. Dites-nous les noms et les adresses des chauffeurs et apprentis ainsi que l'adresse du propriétaire des 10 citernes. Les 10 citernes de tout. Ma petite troisième question. Dans quelles circonstances avez-vous reçu un montant de 10 millions de francs guinéens des mains du docteur Lansana Camara à Farana, le fils de général en 2007? C'est les 3 petites questions là que vous avez répondu. Vous avez un autre commentaire à faire, vous le ferez. Je vous remercie. Effectivement, je n'ai pas assisté à l'atterrissage, mais lorsque l'avion a atterri, on m'a appelé. Je suis venu à l'aéroport. Quand je suis venu, j'ai trouvé l'aide de camp du général Kelfa là-bas. En ce moment, l'ENO, je l'ai signalé même lors de mon audition. Donc, les bagages étaient déchargés déjà, il y avait un certain nombre de cartons. Il me dit, ça, c'est pour l'armée. Ça, c'est pour les civils. Les cartons qui étaient destinés à l'armée, il les a mis à ma disposition. Je les ai embarqués, j'ai amenés au camp. J'ai appelé le médecin-chef parce qu'il me disait, il y a des chaussures
il y a des médicaments. J'ai appelé le médecin-chef du PAF à mon bureau. Je dis, bon, les latino-américains qui étaient venus d'abord, ils avaient des t-shirts avec l'insigne de Médecins sans frontières. Les autres colis qui étaient débarqués, honnêtement parlant, je n'ai pas fait attention à ça. Mon attention a été focalisée par les colis que j'ai reçus. J'ai mis à la disposition du médecin-chef. Les cartons de chaussures, je les ai gardés. J'ai distribué une partie au cadre. La deuxième partie, j'ai demandé à la présidente des épouses des militaires et paramilitaires, lors d'une assemblée générale, on a mis à leur disposition, ils vont partager entre les femmes. Et j'ai dit au médecin-chef, je dis faites un compte rendu au médecin-chef des forces armées, disant que effectivement on a reçu des médicaments de la part de Médecins sans frontières. Et je crois que les médicaments là, il les a repartis aussi. Il a fait des kits qu'il a donnés au chef. Parce que c'est accompagné de sacs avec Croix-Rouge là-dessus. Chaque en toile. Et il a fait des bordereaux, je crois. Il a envoyé aux compagnies frontalières. Les documents, peut-être, peuvent en faire foi. En ce qui concerne les citernes, on m'a signalé qu'à Souleymania, à 11 km de Farana, qu'ils ont vu 2 citernes qui se cachaient là-bas. C'est les gens de la 3e compagnie qui me l'ont signalé. Je leur ai dit d'aller chercher les citernes et de les envoyer au camp. On est effectivement parti, ils ont saisi les 2 citernes. Ils les ont envoyées au camp. Mais puisque les citernes étaient chargées, les officiers m'ont dit, ah, mon colonel, si vous gardez ces citernes-là ici, les militaires, la nuit, ils vont profiter pour vider et vous aurez des problèmes. C'est ainsi que on a décidé de commun accord d'envoyer les citernes-là dans une cour fermée en face du camp, qui est une cour qui m'appartient. J'ai appelé le même jour le général Karfala. J'ai dit, nous avons saisi à Souleymania 2 citernes contenant du carburant. Il m'a dit de les garder. C'est quelques jours après qu'il m'a téléphoné pour me dire de libérer les citernes. Chose que j'ai faite. Bon, la seconde question. Dans quelles circonstances avez-vous reçu un montant de 10 millions de mains du docteur Lafana? C'est après tous ces vols qu'un jour, docteur, il est venu, il me dit, je viens de la part de mon père. Je connais un seul fils du général Karfala, c'est Bouba, celui qui est à la douane. L'autre là, je ne l'ai jamais connu. Il me dit, mon père me dit de venir avec ces messieurs-là, reconnaître la piste, la possibilité d'atterrissage d'avion. Je dis, aucun problème, faites votre mission. Ce jour-là, je l'ai même reçu dans mon salon. Il était avec des latino-américains parlant espagnol. Je l'ai même dit, j'ai dit, mais dis donc, toi qui parles espagnol, au lieu d'envoyer les noms, l'autre jour, les gens là sont venus avec des latino-américains. Toi qui parles espagnol, on aurait pu t'envoyer, tu aurais pu servir d'interprète mieux que ça. C'est pourquoi lors de la confrontation, quand je le dis, j'ai dit pour te rafraîchir la mémoire, je te dis ça. Effectivement, il m'a donné 10 millions de francs guinéens. Quelque temps après, le général Kerfal m'a téléphoné. Il dit, Suleiman, est-ce que tu as reçu mes missionnaires? Je dis, oui, je les ai reçus. Il ne m'a pas demandé. Je dis, oui, je les ai reçus et ils m'ont remis une somme de 10 millions de francs. Il me dit en bon sous-sous. Et nous, non, mais de toutes les façons, nous devons de laisser ça entre eux. C'est tout ce qu'on t'a donné. J'ai dit oui. Il dit bon, d'accord, laisse ça entre nous. Après, ils sont sortis, je ne les ai plus revus. Pendant tout mon séjour là-bas, je n'ai pas vu d'avion accompagné par lui. Je ne les ai pas vus.
C'était la seule fois que je le voyais, c'était la première fois que je le voyais. Et ça aussi, la conversation, c'était une conversation téléphonique. C'est le même jour qu'il m'a demandé si effectivement ces missionnaires sont venus. Je dis oui. Et ils ne sont pas venus par avion. Ils n'avaient aucun colis, à part l'argent qu'ils m'ont donné. Ils sont venus par la voie routière. Mais pour vous, les 10 millions représentaient quoi, réellement? Ah, c'est un cadeau que le général m'a envoyé. Les 10 millions? Oui. Et la personne que vous envoyez les 10 millions? Non. C'était la première fois? C'était la première fois. Vous n'avez pas dit quelque chose en tant qu'officier supérieur? Si. J'ai ton chef. Après les atterrissages là, ben, j'ai pensé que c'était une façon de me récompenser. Ah bon? Donc vous avez rendu des grands services à ce Non, moi j'ai reçu des... récompensé à chaque fois 10 millions? Non, j'ai reçu des ordres. Quand j'étais en Sierra Leone, où j'ai représenté l'armée guinéenne à l'état-major des forces de l'UNAMSIL, quand j'ai fini mon contrat, les Nations Unies m'ont donné une bourse pour aller à Zambakro, compte tenu des prestations que j'ai eu à faire à l'école des Nations Unies. Mais à 2 jours de mon départ, mon passeport même est resté à l'ambassade de France. C'est quelque chose qu'on peut vérifier. Le président a dit non, il ne va pas, j'ai besoin de lui. Et il m'a nommé dans les fonctions de commandant du bataillon autonome de Farana. C'est là-bas que je suis resté jusqu'à septembre 2007. C'est dans le cadre de l'exercice de mes fonctions-là, en tant que militaire, mon chef hiérarchique envoie une mission. Mon devoir, c'était de le recevoir, de recevoir cette mission. C'est ce qui s'est fait. Évidemment, je n'ai pas demandé pourquoi vous m'avez donné cet argent, non. Parce que quand je l'ai vu, il était en colère. Oui, c'est parce que l'argent était mis. Voilà. J'ai supposé que l'argent était parti. Mais il a pris soin de me calmer. Il dit non, non, Lumo Tagui. Parce que j'allais répliquer. Il me dit non, non, Lumo Tagui. Et depuis lors, vous n'êtes pas intéressé à cette affaire? Non, depuis après, j'ai quitté. Les vols qu'il y a eu après, moi, j'avais déjà quitté, j'étais à Zérékoré. Et quand il y a appris que exactement cet argent était issu de trafic de drogue, qu'est-ce que cela t'a dit réellement? J'avais peur. Je crois que on est dans l'objectivité. Il a été très clair. Donc, qu'il a reçu un ordre militaire. Il s'est exécuté les produits pharmaceutiques. Entre-temps, il a reçu le fils du général. Et il lui a appelé et dit, ah, mon général, voilà, j'ai reçu la mission, mais j'ai eu 10 millions. Et comme il venait de le dire, je n'ai pas besoin de reprendre. La question est extrêmement importante lorsque vous lui posez la question de savoir est-ce qu'il avait l'habitude de te donner de l'argent après une mission. Et vous savez, et comme il le dit, subordonné ou pas subordonné, vous lui avez posé la question, pourquoi il a pris l'argent? Il dit que j'ai pris l'argent parce que c'est mon chef qui m'a envoyé. Le reste, il a dit depuis la Sierra Leone, il avait toujours sa confiance en lui. Et c'est comme aujourd'hui. Moi, je l'ai fait appel
Je suis... si c'est dans les autres domaines, bon, la justice, je l'ai fait appel. J'ai dit il va venir pour représenter la Guinée dans les pays arabes, en tenant compte de ce que j'ai connu en lui après notre commune de base. Il a aidé la plupart il a été l'un des premiers à envoyer nos collègues qui étaient au niveau de la transmission pour des formations. Et donc il n'était pas opposé à cette époque à la formation des jeunes. Cependant, certains d'autres étaient là-bas, nous sommes restés longtemps derrière. Tous les gens de transmission avaient déjà bénéficié des bourses. Et chaque fois qu'il y avait un problème en matière de bourse, il fallait partir le voir. Ah, mon colonel, puisque vous êtes un intellectuel, vous êtes la seule, et c'était la seule personne qui soutenait les universitaires, parce que à cette époque, la plupart étaient opposés. Alors, moi je crois, objectivement, peut-être d'autres questions peuvent lui être posées. Pourquoi il a pris l'argent? Pourquoi il ne l'a pas pris? L'hierarchie militaire. Et c'est pourquoi la fois passée, j'avais demandé à Tidiane. J'ai dit, attention Tidiane, j'ai été très intelligent. J'ai dit, tu ne peux pas prendre un colis, comme ça allait remettre, comment dire, au général. Toi que tout le monde avait peur de toi. J'ai été la seule personne qui t'ai combattu. Et je l'ai dit, j'ai dit, je vais t'attacher à la présidence. Ou qu'on me dise, je suis contre ou je ne suis pas contre. Parce que tu n'as pas été honnête avec moi. Et la seule personne qui a réagi quand je l'ai fait le compte rendu, c'est le ministre de la Défense. Et parce que là, en ce moment, les griffes étaient déjà là. Et quand vous avez poursuivi le problème, finalement, il s'est avéré qu'il ne s'est pas limité. Il a dit qu'après ça, ils ont fait un conseil de ministres, un conseil supérieur. Le reste des détails, je ne sais pas. Il a reçu, il n'a pas nié qu'il a reçu les 10 000, il a reçu ça de la main de son chef. Et la question la plus importante, lorsqu'il a su que l'argent était souillé, c'était de l'argent de la drogue, quelle a été sa réaction? Il dit que j'ai eu peur. Il dit que j'ai eu peur. Alors, donc moi je me dis... Bon, c'était en quelle année, mon colonel? Je crois que ça devait être en 2007. Je ne me rappelle pas exactement de date, parce que j'ai peur de mentir. Voilà. 2007, oui. Voilà. Ok. Donc, après là, il est parti à Zérokoré. Je l'ai envoyé comme ambassadeur. Et je l'ai dit. J'ai dit à mon ami, j'ai dit, on va le ramener compte tenu de tout ce qu'il a eu à nous faire. La jeunesse, tout ça, il nous a défendu même en conseil, en réunion d'état-major. C'est pas aujourd'hui, moi je ne vais pas le reconnaître. Ce serait la plus grande malhonnêteté. Je n'ai pas besoin de couvrir quelqu'un. J'ai simplement besoin de l'honnêteté. L'homme c'est l'homme. Rester là faire semblant. Non, je reconnais sa qualité, c'est pourquoi je suis venu. J'ai dit, mon colonel, je suis dépassé. C'est quand vous m'avez donné colonel Suleiman, qui n'a rien à voir par rapport à cette affaire de drogue. Mais ce qu'il a été jusqu'au moment où il est parti à Farana, il y avait des sentiments. Il était choisi par ses généraux, il était choisi même par le président. Il avait accompli assez de missions. 2 fois aux États-Unis. Bon, 2 fois aux États-Unis. Et je puisse dire le général Ibrahim Diallo, je puisse dire après le général Ibrahim Diallo, dans leur génération,
il est le second. Et qui fait que c'était des hommes qui étaient là, qui n'étaient pas égoïstes, parce que lorsque tu n'as pas la formation, ces gens avaient peur de nous. Ils avaient peur pour ne pas nous donner accès à aller se former. Hein? Au poste de commandement. C'est comme lorsqu'ils ont envoyé, comme dirais-je, éthique, ils ont envoyé leur promotion. Quand ils sont venus, ils se sont braqués contre eux. Ils ont été les premières cobayes. Après un moment donné, il a été pris en Sierra Leone pour dire les 2 et 3 qu'il était dans un coup. Donc c'était leur peur. Mais à la seule différence, ils n'avaient pas peur de nous envoyer parce que, en tenant compte de tout ce qu'il avait. Et donc, à ce niveau, c'est pour cette raison, j'ai dit, et même les événements les événements de janvier, qui a donné l'ordre au pont 8 novembre? Quels sont ceux qui ont donné l'ordre? Ça, c'est un autre cas qui va venir. Les hommes ont exécuté des ordres. Mais qui a donné l'ordre? Qui a donné l'ordre aux hommes d'aller au pont 8 novembre? Alors, à ce niveau, j'ai dit le ministre de la Justice, il est technicien. Le sentiment est là, la loi est là. Et si effectivement le ministre de la Justice l'a dit, je suis très attaché à l'honnêteté. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs, à des moments donnés, j'ai eu beaucoup de problèmes au niveau de l'armée. Parce que je ne pouvais pas cacher mes sentiments. Et à un certain moment donné, il est venu, il ne pouvait pas cacher aussi ses sentiments et tant d'autres. Et parce que l'honnêteté, je crois, elle est extrêmement importante. Maintenant, ce qui concerne les délits et consorts, ça c'est les techniciens de la justice et ils sont spécialistes dans ça. Moi, ce que j'ai besoin, qu'on soit honnête. Qu'on soit honnête, parce que c'est seule l'honnêteté qui peut bâtir une nation. La malhonnêteté, je suis allergique, j'ai réagi instinctivement, de façon spontanée. Parce que lorsque vous parlez aux hommes, toute cette assistance, et vous voulez prouver que vous êtes plus intelligent par rapport à cette assistance? Ah non, c'est énervant. C'est ce qui est énervant dans cette affaire-là, en ce qui me concerne. Si tu as fait quelque chose, aie le courage d'alléger, de ne pas longtemps retenir les gens, pour permettre à la justice de faire son travail, pour permettre au peuple de Guinée de donner à réfléchir à la population, aux enfants, en ce qui concerne la santé et la drogue. Et tout homme, tout être est de cette nature. Lorsque tu commets un acte, tu veux contourner, tu veux placer des formules, ça ne peut pas marcher. Alors moi, je suis rattaché à ce côté, en ce qui concerne le côté technique, juridiction, délit, ceci, cela, je ne suis pas spécialiste. Mais j'observe et j'écoute attentivement. La moindre de malhonnêteté, ça ne peut pas clocher, ça ne peut pas permettre aujourd'hui à ce peuple ou même à ces honorables aujourd'hui, si nous sommes, comme je l'ai dit, si nous sommes en train d'apprécier les jeux, mais c'est par rapport à leur probité morale. Et comme je l'ai dit, ils n'ont plus d'argent. Ils ont dépensé tout ce qu'ils avaient, ils ont dépensé, mais ils ont continué à marcher dans l'honnêteté. Ils se sont refusés. Ils ont même pris certains de leurs éléments en donnant
Au gouvernement, ils se sont refusés de participer. Qui n'aiment pas l'argent? Ils l'ont fait. Mais il faut avoir le courage de le reconnaître. Même si, dans le cadre politique, pour dire aujourd'hui, pour que ce peuple-là marche, pour éviter le mensonge et la démagogie, il faut qu'on soit honnête. Il faut qu'on soit honnête. Ce que tu as fait, dis réellement que je l'ai fait. Donc, qui n'a rien à voir avec le sentiment que j'ai pour le colonel Suleiman. Aujourd'hui, je suis président. Bien sûr. Il est ministre de la Défense. Bien sûr. Mais il a commandé, le ministre de la Défense. Il lui a donné des ordres. Est-ce que le ministre de la Défense va aujourd'hui s'asseoir parce qu'il est ministre de la Défense, ne pas lui reconnaître certaines qualités? Il m'aurait dit, non, monsieur le président, le colonel Suleiman, laissons-le à Zéro-Kouré comme complément d'effectif, parce que l'armée a toutes les manières. Mais il a accepté, sans pour autant, et qu'il ne cherche ce qui s'est passé dans l'affaire de Farana, sans que je le cherche, sans que la plupart des militaires qui sont là aujourd'hui assis, même le ministre de la Justice, je puisse dire, il est très étonné. Il est très étonné. Il n'y a pas un seul militaire aujourd'hui, en voyant le colonel Suleiman ici, qui ne soit pas étonné. Mais les faits sont déjà là. Et c'est pour cette raison que je dis que ça doit nous servir, nous les hommes en uniforme, en ce qui concerne l'exécution des missions. Et ça doit aussi donner beaucoup de leçons à nos jeunes frères qui sont à l'université, qui ont fini l'université. Comme je leur avais dit, à l'université, d'emboîter ses pères. Si demain ils veulent faire comment dirais-je, les commandes. On ne peut pas commander une nation si on n'a pas certains caractères. Le caractère, il faut l'imposer en soi-même. Alors, moi je crois, je n'ai rien pratiquement à jeter par rapport aussi à son honnêteté, à sa clarté, et qui du reste, le ministre de la Justice, comme il a dit, il a été un de ces jeunes. Parce qu'ils ont été les premiers à aller commander pour les académies. Et le ministre de la Défense. Voyez-vous. Et mais cela n'empêche, aujourd'hui il est ministre de la Justice, mais cela n'empêche la justice. Il est tenu obligé. C'est comme le ministre de la Défense. Et quand il l'a vu, il dit, ah, j'ai vu le colonel Suleiman. Je suis venu, je l'ai vu. C'est comme le cas du colonel Bema. Et le cas de M. Bema. Gouverneur. Donc il faut aller à la fois avec l'honnêteté. Et ça, c'est pour donner courage aux hommes, aux Guinéens, à la population, aux jeunes générations, d'être sincères, d'être honnêtes. Si aujourd'hui Alpha Condé, docteur Alpha Condé veut parler, il parle avec fierté. Feu Siradio, si aujourd'hui il vivait, s'il veut parler, il parle avec fierté. Le doyen Bamamadou qui est là-bas, s'il veut parler aujourd'hui, il parle avec fierté. C'est comme Jean-Marie, s'ils veulent parler, ils parlent avec fierté. Quand même, le pouvoir, ils n'ont pas le pouvoir, mais leur chemin, le chemin qu'ils ont emprunté. Et nous sommes dans cette optique, l'honnêteté pour servir cette nation. On ne peut pas construire une nation lorsqu'on est malhonnête. C'est exclu. Donc, l'honnêteté avant tout. Au-delà de ça, les techniciens sont là et ils appliqueront la loi. Moi, je n'ai rien à dire si le ministre ou le vice-président a quelque chose à dire par rapport à ça. On ne peut pas dire plus. Voilà. C'est bon. La leçon est claire. Monsieur le Président,
La troisième personne, c'est le lieutenant-colonel Jean Onivogui. Mon colonel, vous allez répondre à une série de questions, juste trois petites questions. Vous déclarez avoir reçu de Sidiki Mara, tout le monde connaît, c'est un narcotrafiquant recherché, successivement 40 millions de francs guinéens, une Mercedes et 5 millions de francs guinéens. Parlez-nous des mobiles de cette remise. La première question. La seconde, sachant que cet avion débarquait de la drogue à Farana, quelle a été votre réaction à l'intention des autorités hiérarchiques d'alors? Ma troisième question, parlez-nous de vos services rendus à ce Sidiki Mara qui vous a tant été généreux. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le ministre, je dois vous être honnête. Parce que dans les 10 commandements de Dieu, il est prescrit dans un point: tu ne mentiras pas. Non, je suis malade. Le ministre connaît. À cette question, je dois vous avouer honnêtement, parce que un homme qui nie un fait cesse d'être homme. Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, Président de la République, Président du CNDD, commandant en chef de forces armées, l'a su bien dire. Il faut être honnête. Et moi, je suis un homme honnête. À cette question, franchement, sans tourner autour du pot, je m'en vais vous répondre que j'ai mal fait. Il faut être clair. La réponse que je peux vous dire, je peux vous donner. J'ai mal fait, ça veut dire que ce qui est dit n'est rien. Ce qui est dit, mais les faits sont là. Il faut être clair. Voilà, Monsieur le ministre de la Justice, c'est pourquoi l'armée, un officier ne doit pas mentir. Le colonel vient de dire, sans contourner par rapport à quoi? 40 millions, non? Oui, 40 millions, 5 millions plus une Mercedes. Bon, 40 millions, 5 millions plus une Mercedes. Il dit que dans les 10 commandements de Dieu, je reprends ce qu'il a dit, les 10 commandements de Dieu, que l'homme doit être honnête, sincère. Quand tu fais un acte, il faut reconnaître. Il dit qu'il a mal fait. Le ministre lui a posé la question de savoir, ça veut dire que vous reconnaissez. Il dit mais les faits sont là, les faits sont clairs, qu'il a mal fait. Donc moi, je n'ai rien à dire. Ou bien si quelqu'un d'autre a un mot à dire. Voilà. Donc, Monsieur le ministre de la Justice. Voilà. Merci mon colonel. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur Lansana Camara, j'ai une série de questions à te poser. La première question, le feu général Kelfala Camara a combien de fils répondant au nom de Lansana Camara? Première question. Ma deuxième question, quels sont les étrangers africains et expatriés avec lesquels vous avez eu à tisser
des relations en République de Guinée depuis 2005? S'il y en a, dites-nous quand, où et comment sont vos relations. Ma troisième question, quel avantage matériel avez-vous tiré de vos relations avec le ou les intéressés? Ma quatrième question, le colonel Suleiman Diallo, alors commandant du bataillon autonome de Farana, déclare qu'en 2007, vous êtes allé à Farana en compagnie des sujets latino-américains pour reconnaître la piste d'atterrissage. À cette occasion, vous lui avez offert 10 millions de francs guinéens au nom de votre père. Expliquez-nous les raisons de cette offre. Ma dernière question, pensez-vous que le général Kelfala puisse demander au colonel Suleiman confirmation de l'arrivée d'une mission qu'il n'a pas envoyée? Merci, monsieur le ministre. Excellences les membres du CNDD, monsieur le président de la République, Excellences monsieur le ministre de la Défense, les assistants, je vous avoue quelque chose aujourd'hui que je viens d'avoir sur place ici. C'est le courage de dire la vérité. Et ça, c'est grâce à monsieur le président de la CNDD. Et ce courage-là m'envoie à dire ce qui concerne mon père, le général Kelfala Camara, paix à son âme. Je crois que beaucoup de vous le connaissent et savent ce qu'il a fait pour ce pays. Et ce qui concerne son implication dans l'affaire de drogue, je crois que je n'aurai pas beaucoup à vous dire, car monsieur le président lui-même, lors d'une de ses interventions ici avec le colonel Tidiane, a éclairci un peu sur lui et ce qui concerne sa personne. Et quand je vous disais tout à l'heure que j'ai eu le courage, à travers monsieur le président, de dire la vérité, c'est que j'avais eu peur avec monsieur le ministre tout à l'heure là-bas, d'être impliqué dans l'affaire de drogue. J'ai eu trop peur. Mais, si vous lisez ce que je l'ai dit dans ma déclaration et ce que je dirai tout à l'heure, est différente. Effectivement, j'ai été voir monsieur le colonel Suleiman. C'était un jour quand on m'appelle au camp Samori pour me dire que j'ai reçu, mon papa m'appelle, dit j'ai reçu une mission de la présidence, des blancs qui sont en bas. Il dit Naminde, je dis je suis à la maison, il dit viens tu les accompagnes, comme tu parles l'espagnol. Je lui ai dit Pende Rafar, a tire l'ambaye, si gagne Mathieu, quel remède Mengue ne Rafar. Je dis d'accord. C'était un nommé Torres et un nommé, je crois, Sissi. Je les ai conduits à Farana. Comme c'était l'ordre donné de mon père qui disait qu'on les avait envoyés ces gens-là, je ne pouvais pas le refuser. Je suis parti immédiatement avec eux sans me dire ce qu'ils partaient faire là-bas. Et une fois sur le terrain, on arrive chez le colonel. Ils me disent c'est son cadeau ça. Moi je ne savais pas que c'est 10 millions que vous avez reçus. Moi j'ai pris le caoutchouc, je vous ai remis. Vous m'avez dit merci, ce jour-là vous étiez malade. Et ceci, je les ai dit c'est tout. Ils m'ont dit non, c'est pas tout. C'est où l'aéroport? J'ai dit pourquoi? Ils m'ont dit non, c'est pour aller juste regarder l'aéroport. Je dis d'accord. J'ai demandé, j'ai expliqué au colonel. On est parti, ils ont regardé l'aéroport, on est rentré à Conakry. Excusez-moi très fort si je vous ai menti là-bas.
Il faut avoir le courage. Il a bien si bien dit, il faut avoir le courage. Mais ce que je pourrais vous dire, Monsieur le Président, ministre de la Défense, les membres du CNDD, je pourrais tout simplement vous dire que les fils du pays ont faussé. C'était une gangrène qui avait affecté le gouvernement passé. C'était comme si une gangrène, une cellule qui envahissait toutes les autres cellules jusqu'à arriver à l'organe de l'économie, qui est le foie. Donc, que tu veuilles ou pas, il faut passer par le foie. Tout le monde s'est sali. Monsieur le Président, ceux qui ont fait cet acte, c'est les fils du pays. C'est des gens de près ou de loin qui ont servi positivement aussi à ce pays, pour la nation du pays. Pardonne-nous, Monsieur le Président. Évitons l'idée de vengeance. Donnons-nous la main, réconcilions-nous, Monsieur le Président, réconcilions-nous. La justice, elle est bonne, mais réconcilions-nous, pardonnez. La Bible, le Coran le recommande. Nous, les êtres humains, on doit se pardonner. Je vous remercie. C'est si honnête. Et lorsqu'il dit c'était de la gangrène, ça avait effectivement touché le chemin. Et parce que, je l'ai dit, j'ai été très clair. J'ai dit il faut qu'on se rattache à l'honnêteté. Ça pourra nous servir. J'ai pris le cas des leaders politiques. Et parfois, ils sont étonnés lorsque nous sommes en train de parler. On dit qu'on vous a imité. On ne vous a pas imité dans le mauvais sens. Et donc, nous devons léguer ce message aux nouvelles générations. Il a été clair, sans détour. On a servi cette nation. J'ai dit devant la communauté internationale, j'ai dit l'arme que nous avions, l'arme que les hommes détiennent, le soldat, c'est l'homme le plus réfléchi. Tu ne peux pas tromper le soldat lorsque tu es malhonnête. Le soldat peut te laisser, mais il ne te portera jamais confiance. Il va t'attendre au tournant. Comme il vient de le dire, je n'ai pas manqué, nous n'avons pas manqué de reconnaître aujourd'hui nos colonels, nos chefs militaires, leurs qualités. Et je crois que c'est ce qui a germé, et comme il vient de le dire, parce qu'il sait que nous n'avons pas trompé leur père. On a servi leur père dans l'honnêteté, avions servi l'armée, la troupe dans l'honnêteté. Et le peuple de Guinée, on a évité. Et c'est pourquoi je n'avais pas manqué de dire à Tidiane, qui pouvait t'attaquer ici? Aujourd'hui, vous êtes en train de parler, de dire que j'ai pris un colis, j'ai remis au général Kerfala. Mais foutez le camp. Même le général Kerfala avait peur de vous, Tidiane. Même le général Kerfala, il n'y avait pas un général, un chef militaire qui n'avait pas peur des éléments de la présidence. Et c'est pourquoi, dans la suite, il est venu à mon bureau. Le jour où il devrait faire passation de service avec le capitaine David Souma, il m'a dit, mon président, c'est bien vrai, je ne pouvais pas envoyer le colis, me retourner. Après ça, il y a eu conseil de ministres pour cette affaire. J'ai dit ok. Il dit c'est pour vous dire que ce peuple
Nous étions là. On observait. Personne ne peut nous mentir aujourd'hui. Et parce qu'ils savent qu'on n'a pas trompé leur père. Le feu général Lansana Conté, on est venu au pouvoir. C'est par rapport à notre probité morale. Le général Conté est mort. Le général Kerfala est mort. Mais vous le savez, nous étions malhonnêtes. Même pour quelques microns. Mais vous pensez que la troupe là lave la main? Ça, on n'allait même pas avoir le courage. Le ministre de la Défense, le ministre de la Justice et consorts, venir au camp, voir les hommes. On n'allait pas avoir le courage. On venait acquitter là des malhonnêtes. Acquitter là. Vous avez gâté ce pays-là. Vous avez fait des malversations de drogue, de ceci, de cela. On n'allait même pas avoir le courage. Parce que c'était connu, c'était vu. Au niveau de l'armée, c'était vu. Tout le peuple. Et c'est pour cette raison que j'ai dit, fils du président Conté, quand nous avons servi son père, on a obéi aux ordres militaires. Mais avec la plus grande sérénité. Le caractère, il est extrêmement important. Il y a des réactions, il y a des comportements. Lorsqu'un homme a, ça t'évite de beaucoup de choses. Lui, son père m'a défendu. C'est pourquoi, s'il pleure, il a raison de pleurer. La première grève, chacun de nous a été menacé de mort ici. Par nos propres collègues. Par nos propres collègues. Qui sont là encore, qui vivent avec nous. Et parce qu'il fallait préparer la succession. D'une manière ou d'une autre. Il fallait donc éliminer certains éléments pour avoir la main libre. Mais Dieu ne l'a pas accepté. Alors, encore une fois de plus, nous vous remercions de votre probité morale, de votre franchise, qui est... C'est un neveu. Sa mère est comment? Mais quand il m'a vu, il était tenu obligé, comme il l'a dit. Quand il avait le ministre de la Défense, les autres, ils ne pouvaient pas. Et donc, moi je crois, ce qui est important, c'est la vérité, l'honnêteté pour faire avancer la nation. Pour ajouter un mot à l'attention de M. Camara pour le remercier pour le courage qu'il a eu. Parce que là, c'est un courage que de reconnaître ce qu'on a fait de mauvais. Il a dit. Il a dit, ça c'est le premier pas. Deuxième pas, il a demandé pardon au peuple de Guinée. C'est important ça. C'est d'autant plus important que ce qui se passait, on ne pouvait pas se douter un seul instant que c'était mauvais. Au moment où même les actes s'opposaient. Parce que lorsque un avion atterrit clandestinement, lorsque des colis sont débarqués de cette façon, on peut se douter qu'il y a quelque chose de louche qui se passe. Il était donc clair que ce n'était pas légal. Et il est le premier à le reconnaître que c'était une gangrène. Tout l'appareil était atteint et qu'il demande pardon au peuple de Guinée. Voilà une grandeur. Il faut le reconnaître. Parce qu'après, lorsqu'on a reçu des avantages indus, on peut se douter un seul instant qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Parce que il y a la réflexion de la nuit après un acte posé, qu'on se dise, mais bien, ça signifie quoi?
Et après, on tire les leçons. Alors, un homme réfléchi, on s'est dit qu'il faut éviter telle chose et telle autre chose. Et lui, il a reconnu qu'il n'est pas question de tourner autour du pot. C'était un système qui avait fini par gangréner toutes les cellules et qui demande pardon au peuple de Guinée. Voilà ce que le peuple a besoin. Et ça peut contribuer à apaiser la situation. Et même, il y a ce qu'on appelle en justice circonstances atténuantes. Ça atténue un peu. Ça soulage. Nous allons passer à la dernière personne qui est le commandant Aboubakar Baba Bangoura, chef radar aéroport Farana. Monsieur Baba, je vais vous poser une série de questions. En première question, moi je pense qu'avec vous, la dernière personne va répondre question par question. Et ma première question donc est que, à votre qualité d'officier supérieur, chef radar à l'aéroport de Farana, que savez-vous des atterrissages des avions fantômes qui ont débarqué à drogue à Farana? Première question. Vous répondez au fil du temps. Excellence, Monsieur le Président, membre du CNDD. En ce qui concerne les avions fantômes, comme le colonel et le gouverneur l'ont dit, il y a eu 2 atterrissages en nous disant que c'est le médicament. C'est pas la drogue. Ils nous ont dit que c'est le médicament qui venait. Un don pour Farana. On n'a pas su. L'avion a atterri, les sacs là sont sortis. Ils sont partis avec les Colombiens. Parce que nous, on n'est pas nombreux à la base. On est au nombre de caisses. On est 8 seulement. Tout juste pour garder le radar. Il y a l'armée de terre qui vient. Ils font la ceinture. L'avion a atterri. Et ils sont partis. Troisièmement, c'est le groupe de Lingira, la gendarmerie. Ils ont dit encore que c'est le médicament. On va là-bas. C'est le jour là qu'on a su d'ailleurs que c'est la drogue. On va là-bas, tout juste on est sur la piste. L'avion atterri, il est parti au bout de la piste. Arrivé au bout de la piste, nous courons, on va vers là-bas. Arrivé, on trouve quoi? Il y a les camions de la présidence, les bérets rouges, ils sont là. Suivez bien. Les camions de la présidence, les bérets rouges. Les camions de la présidence, les bérets rouges, ils sont là. Donc, les gendarmes sont venus, on a balayé mon commandant de la base. On nous a mis au respect avec l'arme, on s'est couché à terre, tout le monde, tous ceux qui étaient là-bas. Ils nous ont pris tout. Là, il y avait une femme là-bas, ils ont pris les cellulaires des Colombiens là, l'argent qu'ils avaient sur eux, tout et tout. Ils ont pris la route sur Conakry. Nous, on nous a abandonnés là-bas. On n'a fait que tirer l'avion, emmener sur le parking. Conakry était au courant. On est resté dans ça, pouf, c'est Jacques qui téléphone. D'abord, l'équipage a été laissé à partir de Mam. Jacques téléphone de laisser l'avion partir. L'avion a décollé à 1h du matin. Ils sont partis. La piste d'atterrissage a été nettoyée par le gouverneur. Il a dit, il a reconnu. Ça a été nettoyé par le gouverneur, balayé complètement en disant qu'il y a un don de médicaments qui doit venir dans un avion. Donc ils ont nettoyé là-bas, ils ont fait ça. Tout ça, nous, en tant qu'aviateurs, on n'a pas été avertis, on n'était pas au courant. Sauf lorsque le jour que la gendarmerie est venue nous balayer sur la piste. La gendarmerie ou bien les bérets rouges? La gendarmerie qui nous a balayé l'Ingraï. Mais même avec les bérets rouges étaient sur place déjà. Donc Ningira était là-bas? Je ne l'ai pas, même s'il était là-bas, je ne le connaissais pas. Mais les gendarmes et les bérets rouges? Ils étaient là-bas. C'est eux qui ont balayé? C'est eux qui nous ont pris en otage. Ils ont pris tout. Une mission commandée? Oui. Ils avaient l'ordre de mission du général. Et quel général? À Karfala. Ils avaient l'ordre de mission de Karfala. Ce sont eux qui nous ont balayés. Ils ont tout pris, on n'a pas touché ni rien, on n'a même pas vu. Et ils sont venus. Troisième question. Quelles sont les autorités civiles et militaires qui assistaient aux différents atterrissages ou débarquements de la drogue
et bénéficiaient des avantages liés aux services rendus trafiquants de drogue. Quand tu es à vol là-bas, si ce n'est pas l'avion là qu'on a dit qu'il y a les médicaments qui viennent, les autorités ne viennent pas. L'avion, ça atterrit clandestinement, ça va au bout de piste, ça trouve que les éléments de Conakry ont quitté ici déjà, ils sont sur place, ils attendent. Et on prend tout, ils s'en vont, on ne voit pas, on ne voit rien. Si par coup de chance, peut-être on vient brusquement, on les voit, mais on ne peut rien. On ne peut rien. Donc, si les dons maintenant que vous parlez là, par les choses là, les narcos là, lui, il ne vient pas en tant que trafiquant de narcos. C'est après, quand il vient à Farana, ça a trouvé par exemple les militaires se sont révoltés là-bas pour le problème de 1 million là. Le colonel était là-bas, ils ont cassé les magasins de riz, ils ont tout pris. Sirkiba est venu, il a donné 10 tonnes de riz aux militaires. Oui, il a donné 10 tonnes de riz aux militaires, il a donné quelque chose de 4 tonnes à la gendarmerie, à la marine, à l'aviation 3 tonnes, 3e compagnie, et ainsi il fait des cadeaux ainsi. Il vient à l'hôpital, il donne chaque malade 100 000 un sac de riz, il est reparti ainsi. C'est ainsi. Ouais. Mais lui, personnellement, quand il y a descente d'avion, il ne vient pas. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Hein, parce qu'il a des patrons. Non, à part les 2 atterrissages pour le gouverneur, il y a eu encore 2 atterrissages, c'est fini. C'est en tout 4 à Farana. 4 fois. Ouais. Chaque fois qu'il y a l'atterrissage, c'est qu'il va malade et revient. Après, il fait les dons. Il fait les dons. À tout le monde, tout ce qui est de Farana, même la population, même les religieux, ils envoient même à la mosquée partout. Et personne ne s'intéressait. Qu'est-ce que ce monsieur-là fait? Non, même à la banque centrale, même à la banque centrale. Non, personne. Personne ne s'intéressait à ça. Et même vous. Moi, je ne les aime même pas. Ce monsieur-là travaille où? On disait opérateur économique. Ah, opérateur économique. C'est ça. On dit qu'il est opérateur économique. Merci. Merci. Le commandant a été très clair. Le reste, le ministre de la Justice va résoudre ça. C'est pour cette raison que nous avons dit tous ceux qui vont venir ici, s'ils veulent passer par la démagogie, le mensonge, ça ne pourra pas marcher. C'est là où on a des réactions spontanées. C'est vraiment, il y a eu, les choses sont vraiment claires. Moi, je crois que tous ceux qui sont concernés de près ou de loin, vraiment qu'ils soient clairs et qu'on puisse vraiment en finir une bonne fois. Donc, mon commandant, tu as largement compris. Largement compris. Les bérets rouges. C'est pourquoi souvent, quand je parle de la présidence, peut-être pour les gens, ils disent qu'il y a ça, il y a ça. Mais ce n'était plus une garde présidentielle. Franchement. Non. Pour les généraux avaient même peur. À des simples adjudants-chefs. Alors, donc, la situation évolue. La situation évolue. Et pour ce soir-là, je crois que tout le monde vraiment est satisfait par la franchise, par l'honnêteté. Oui, parlons de nos frères. Vraiment, ils n'ont pas créé, ils ne nous ont pas fatigués. Je ne peux que vraiment remercier l'assistance et également au ministre secrétaire d'État
de mettre les intéressés à la disposition du ministre de la Justice à partir de demain, parce que vraiment il n'y a pas de raison de les maintenir à notre niveau. Je crois que les conditions humanitaires, le droit de l'homme, le ministre de la Justice, il est spécialiste en la matière. Donc, tout ce qui concerne l'entretien et autre chose, pour éviter que les gens soient maltraités, qu'ils soient tenus dans des conditions inhumaines, nous devrons éviter ça. Nous devrons éviter ce que jusqu'à maintenant j'ai engagé cette lutte pour leur entretien, le respect du droit de l'homme. Moi je crois que ça va servir à tout le peuple de Guinée, à toute la jeunesse et à tous les hauts cadres civils et militaires de quelques postes de responsabilité que ce soit, et à tout le monde de faire très attention dans tout ce que nous sommes en train de faire. Devant la loi, personne n'est fort, hein? Personne. Qu'on ne mette pas aujourd'hui à l'idée, aujourd'hui nous sommes là, on a une mission, un jour cette mission va finir, alors que ça nous serve tous de leçon, tous, à tous les Guinéens de quelque niveau que ce soit. J'en ai terminé et je vous remercie.